crois qu'il faut se garder de deux choses. Je crois qu'il faut se garder de paniquer, parce que c'est jamais un bon conseil. Je crois qu'il faut se garder de croire qu'on est plus malin que les autres, et que donc on va faire des belles affaires dans un bain de sang. Faire attention à ça. Parce que ça aussi, la bourse, c'est un truc qui apprend au bout d'un certain temps l'humilité, parce qu'on peut avoir de la chance une fois, deux fois, trois fois, on peut se mettre à y croire, etc., etc. Donc il faut faire attention à ça, et il faut garder, je crois, alors c'est toujours c'est un peu la tarte à la crème, mais ça reste vrai, une certaine forme de bon sens. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut Laurent Puget, tu vas devenir un habitué de ce podcast, mais là on a un épisode un peu spécial. Tu vas bien Laurent ? Mais écoute, ça va, j'ai connu des moments meilleurs dans ma carrière, mais sinon ça va plutôt pas mal. Je te remercie, et toi ? Écoute, oui, confiné, donc je précise qu'on enregistre à distance tous les deux. On n'a pas cette chance de pouvoir être l'un en face de l'autre. Ce qui aurait pu être pas mal d'un point de vue, en tout cas éditorial, je dirais plus, parce qu'on vit quand même un moment littéralement extraordinaire, et donc chacun confiné. Voilà, on consomme plus. On a des boîtes qui vivent des montagnes russes en ce moment, et voilà, donc évidemment je pouvais pas sortir un épisode de La Martingale sans en faisant abstraction totalement de ce qui se passe avec donc pour ceux qui nous écouteraient plus tard, on est en plein milieu du coronavirus, de cette crise. Je dis plein milieu, on est probablement même au tout début. En tout cas, ça fait une semaine qu'on est confiné, et voilà, on se pose évidemment plein de questions. Est-ce que alors je voudrais juste, avant de te poser toutes ces questions, préciser une chose sur laquelle on est d'accord, toi et moi, on en a parlé ensemble en préparant cet épisode. Aujourd'hui, on donne aucun conseil à personne, hein. C'est pas l'idée de se dire faut investir là-dedans, faut faire ça ou ça ou ça. De toute façon, déjà c'est pas l'objectif de La Martingale, c'est plus de vous faire découvrir un certain nombre de choses et de décrypter un certain nombre de choses. Mais surtout dans des périodes en plus aussi volatiles, ce serait complètement irresponsable. Donc merci de ne pas prendre ce qu'on dit pour des conseils, parce que c'est pas le cas. Voilà, une fois toutes ces précautions mises en avant, Laurent, ce qu'on vit là avec le Covid-19, le coronavirus, tous les noms qu'on peut appeler, cette pandémie mondiale qui est en train de s'étendre et de prendre là en l'occurrence les États-Unis aussi au moment où on parle, c'est ce qu'on appelle un signe noir. Est-ce qu'on aurait pu le prévoir ? Ah oui, non, je pense qu'on est exactement dans la définition du signe noir, c'est-à-dire de l'événement totalement imprévu et qui n'est dans aucun modèle ou dans aucune modélisation financière, et qui vient frapper le marché financier sans que le marché financier soit préparé. Alors ensuite, si tu veux, c'est toujours la même chose. Est-ce que les marchés financiers avaient eu suffisamment de signes avant-coureurs pour pouvoir prévoir ce qui allait se passer? Il y a sûrement quelques personnes qui l'ont prévu et qui avaient pris des dispositions au cas où ce cataclysme prenait cette ampleur-là. Moi, je dois dire que très modestement, et je crois qu'on est malheureusement très très nombreux comme ça, personne n'avait imaginé que ce phénomène et que ce Covid-19 aurait cet impact-là sur le marché financier bien sûr, mais sur le monde d'une part et sur l'économie ensuite, et puis par dérivation sur le marché financier. Donc oui, je pense qu'on est exactement dans la définition du signe noir. Et tu l'as dit un peu, du coup, est-ce que dans la finance comme ailleurs probablement, mais tu dois prévoir un peu ces signes noirs imprévisibles. Quand je dis ça, c'est tu vois, on parle de plan de contingence, de contingency plan en anglais. C'est enfin, est-ce que, parce que j'ai quand même l'impression que in fine,
tout le monde se disait là tout est boule, il y a un moment ça va péter, donc on attendait un peu le truc qui fasse péter. Bon alors là c'est big time et au-delà de tout, mais est-ce que Oui, mais c'est à la fois ce qui est fabuleux dans les marchés financiers et ce qui est aussi terrible, c'est que tout le monde considérait, enfin tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas une grande partie des gens considéraient que effectivement le marché était après une très belle année 2019, probablement, si ce n'est un peu cher, en tout cas qu'il avait besoin de reprendre un peu de souffle. C'était notre cas, nous on était assez prudents au début de l'année. Euh, Ensuite, quand est arrivé cet événement, quand le Covid-19 a frappé les marchés financiers, tu te reposes tous les matins la question est-ce qu'il a enfin pris en compte ce qui allait arriver? Est-ce qu'il a été trop loin? Est-ce que il y en a encore à venir? C'est ça qui est compliqué. Donc tu peux toujours prévoir. Je te dis, on était, je crois, assez nombreux à être assez prudents au début de l'année. Sûrement pas parce que on imaginait que le coronavirus pourrait avoir cet impact-là. Et donc, il y en a qui étaient trop optimistes et qui se sont fait frapper de plein fouet tout de suite. D'autres qui étaient prudents et qui sont revenus trop vite dans le marché parce que ils ont cru trop vite que finalement, l'impact avait été quelque part pricé ou en tout cas pris en compte par le marché financier. Et c'est ça qui est terriblement difficile dans ces périodes-là. C'est non seulement effectivement d'avoir eu ou le nez ou la chance de ne pas être pris les doigts dans la porte et des pris dans le crack. Et puis ensuite, à quel moment, si tu as été pris ou un petit peu pris, à quel moment est-ce que tu reviens? Quel moment est-ce que tu penses que le marché a intégré l'information? À quel moment est-ce que tu penses qu'il a été trop loin dans l'intégration, trop pessimiste par exemple, et que donc tu te retrouves dans un environnement où tu retrouves des opportunités d'investissement qui sont très importantes. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours dans un marché qui est sans dessus dessous à un moment donné. oui, c'est ça. Tu deviens petit à petit en plus. Ouais, j'ai l'impression que qu'on n'y est pas encore. Je vais revenir là-dessus parce que en effet, c'est hyper intéressant est-ce qu'il y a des moyens de déceler? Alors, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien, mais il y a quand même un truc qui me sidère en tout cas dans tout ça, c'est que c'est pas complètement arrivé d'un coup. C'est-à-dire que on a vu Wuhan, on a vu le phénomène grandir en Chine, grandir dans certains pays. Alors certains les ont contenus, donc peut-être que ça a rassuré du monde. Puis tout d'un coup, ça a tapé l'Italie. L'Italie, ça a pris cher d'un coup. Et même nous en France, mais même moi, là, sans parler même financièrement, je veux dire, 10-15 jours avant le confinement total, j'étais pas complètement en panique totale à me dire, voilà, je me disais, bon, ça va passer, je sais pas. Et alors qu'en Italie, c'était déjà le carnage. Et en fait, j'ai l'impression quand même que les marchés il a fallu que ça tape l'Europe continentale, même plus que l'Italie, pour que presque la France, ou en tout cas, voilà, que les Anglais, les Allemands se rendent compte que ça allait les taper chez eux. Mais est-ce qu'on avait vraiment pris la mesure de ce qui allait nous arriver, même quand ça a tapé l'Italie, en fait? J'ai envie de te répondre non, mais que c'est le cas de tout le monde. Il y Ouais, a, c'est fou. il y a une A espèce posteriori. oui, a posteriori évidemment, a posteriori c'est évidemment facile de se dire qu'il fallait Ouais. que c'était prévisible et qu'on aurait pu l'anticiper. Ce qui est quelque part extraordinaire dans cette crise, c'est que effectivement quelque part elle était annoncée, que tout le monde a fait mine de l'ignorer, y compris quand elle était en Italie. On était sans vouloir en faire trop, mais on était un peu goguenard en France et dans le reste de l'Europe, entre guillemets évidemment, mais en se disant c'est les Italiens, etc. Et il y a eu un déni de la totalité de la population, de la classe politique, de tout le monde finalement. Et on, on est encore pour une fois, j'ai envie de te dire. Alors les financiers n'ont sûrement pas fait leur métier d'anticipation aussi bien qu'ils auraient dû le faire, mais pour une fois, c'est une crise qui frappe globalement, qui n'a pas de responsable, qui n'a pas comment dirais-je, de déclencheur humain.
Contrairement à 2008, on n'est pas dans une crise née de des excès de la finance ou d'une certaine politique, tu vois, de l'acquisition de la propriété aux États-Unis, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui frappe indistinctement et sans responsable et sans bouc émissaire possible, et sur laquelle je crois que tout le monde, y compris le monde de la finance, a commencé par fermer les yeux, alors sans s'apercevoir, et ça c'est, je pense, le deuxième stade de la réflexion, c'est-à-dire soit sans s'apercevoir de ce que ça allait faire, ou sans prévoir la réaction mondiale. Mais c'est là où c'est fou, parce que l'immensité du truc, c'est-à-dire que on le palpe pour la première fois. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que tu dis, moi, je trouve ça passionnant. J'ai vécu, en ce qui me concerne, une première crise quand je suis arrivé sur le marché du travail, qui était la bulle Internet. Donc tout était survalorisé, tout le monde pétait une pile, et puis voilà, ça a explosé. Oui, mais la bulle Internet est une bulle qui est née des excès de la finance. Oui, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, c'est exactement ce que tu dis. Il y a eu Lehman Brothers, les subprimes, etc. Donc là-dessus, où en fait, nous, on n'arrivait pas à palper tout ça. Moi, ce qui me fascine là, c'est que je palpe le truc, c'est-à-dire que je vois autour de moi, mes potes qui ne sortent plus, on n'achète plus que de quoi vivre, mais on sait même plus, on s'achète pas de vêtements, on s'achète pas de voitures, on s'achète pas de, voilà, on achète juste de quoi manger et boire. Et en fait, tu te rends compte que tu peux palper autour de toi que les gens déconsomme, enfin, que l'activité se réduit à peau de chagrin. Et c'est vrai que c'est ultra flippant, mais du coup, moi, ça me fait réagir à me dire, est-ce qu'on pouvait prévoir un truc aussi gros? Est-ce qu'on est encore, alors on peut pas répondre à ça, hein, mais tu vois, je me dis, je crois qu'il y a eu des cas que j'ai dû voir de mon vivant, des cas à quoi, c'est moins de 3000, plutôt près de 2000. Est-ce que ça va pas descendre à 1000? Est-ce que on va pas, enfin, tu vois, est-ce que c'est pas un truc où on est encore, mais très très loin du compte de ce qui va nous arriver, quoi? Je crois que, alors, aujourd'hui, je serais moins, on ne sait, si tu veux, aujourd'hui, je crois que le niveau des marchés financiers va beaucoup dépendre de la longueur de cette crise. C'est-à-dire que si on est dans un lockdown de un mois, de 2 mois, quand tu vois, mais je pense qu'on en reparlera, la fantastique réaction des gouvernements mondiaux et de la Banque centrale pour soutenir cette période, c'est probablement quelque chose qui aura un impact, mais qui est surmontable. Si on se retrouve dans quelque chose qui traîne 3 ou 4 mois, si c'est un carnage aux États-Unis, etc., etc., tu ne sais pas jusqu'où la crise économique peut emporter le marché. Parce que le marché, c'est toujours pareil, hein, le marché n'est qu'un espèce de baromètre de la santé économique du monde. Et cette fois-ci, c'est vraiment la santé économique du monde qui est en jeu. C'est pas le marché financier qui est au premier plan. Alors ensuite, le marché financier, c'est toujours pareil. Dans un monde financiarisé comme celui dans lequel on vit, le marché financier, c'est un peu le cœur du système et qui comment dirais-je, qui fournit au système la liquidité, l'argent, le crédit, etc., etc., pour emprunter, pour consommer, pour développer, pour investir, etc., etc. Et que aujourd'hui, ce marché-là, la semaine dernière, par exemple, il ne savait plus où il était. Jusqu'à ce que les banquiers centraux finalement interviennent avec des montants absolument massifs, cette crise était en train d'attaquer ce qui est le cœur du système financier et qui est la liquidité, le crédit, les choses comme ça. Et quand tu arrives dans des situations comme celle-là, tu ne sais pas où le marché va. Tu ne sais pas où le marché va parce que il sort de son rôle et il sort de sa fonction première. La fonction première d'un marché financier, c'est de financer des entreprises et de financer des États, de financer des entités économiques. Tout d'un coup, quand tu te retrouves dans une crise comme celle qu'on a eue, qui commence par une crise sanitaire, qui débouche sur une prévision de crise économique relativement importante, et un marché ensuite qui amplifie ce phénomène parce que c'est toujours son rôle, et qui l'amplifie tellement qu'il finit par mettre en danger sa structure même. C'est-à-dire
finit par bloquer le marché du crédit et la liquidité du marché. Le jour où tu atteins à ces limites-là, le marché n'a plus de rationalité. Je te donne un exemple tout bête. La semaine dernière, les mouvements qu'on a vus dans le marché, qui étaient des titres qui perdaient 35%, 40% dans la journée, qui remontaient de 20 le lendemain, etc. Les gens n'achètent plus parce qu'ils pensent que c'est une bonne affaire ou au contraire que ça va baisser. Le marché financier devient le moyen de faire du cash quand tout le reste est bloqué. Et donc, quand tu commences à utiliser le marché financier pour faire du cash à tout prix, tu ne sais pas où tu l'envoies. Tu ne sais pas où tu l'envoies par définition, puisque tu ne sais pas quel est le besoin de cash qui vient se satisfaire dans le marché. Et donc, tu te mets à avoir un marché qui devient quelque part, entre guillemets, totalement irrationnel. Il n'a plus la fonction pour laquelle il a été créé. Et là, tu rentres dans quelque chose de très dangereux. Et toi alors j'ai deux questions autour de ça. Alors d'abord, qu'est-ce qui a pris le plus cher d'ailleurs là depuis le début de la crise? Qu'est-ce qui est les compagnies aériennes. Ouais. Grosso modo, si tu veux, tu prends les business qui sont cloués au sol et qui peuvent plus faire un franc et qui ont des très gros frais de maintenance, capex, frais d'entretien, frais de personnel et de choses comme ça. Une compagnie aérienne américaine aujourd'hui clouée au sol sur tous ses vols internationaux, c'est absolument dramatique. Et puis les autres qui ont pris extrêmement cher très rapidement pour la raison que je viens d'essayer de t'expliquer, c'est toutes les sociétés qui ont des gros endettements. Et qui ont, tu vois, qui ont des gros effets de levier, parce que tant que tu es propriétaire de quelque chose, même si tu es propriétaire d'une action quelconque d'une belle société française, prenons Total ou LVMH ou quelque chose comme ça, si tu as pas fait de crédit pour l'avoir, tu l'as, elle baisse. Si tu as pas besoin de l'argent que tu as investi dedans, dans les 6 mois ou dans les 1 an, etc., tout ça n'est pas très grave. Maintenant, si tu l'as acheté à crédit, que tu as des appels de marge, parce que le cours baisse, donc on continue, donc ton crédit augmente par rapport à la valeur de l'actif que tu as acheté en face. Donc la banque te donne un petit coup de fil en te disant, dites donc, cher ami, il serait temps de remettre au pot pour pouvoir couvrir votre appel de marge. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vends les titres, parce que t'as pas le choix. Alors par exemple, je prends l'exemple de l'immobilier papier qu'on a fait récemment. Typiquement, là-dessus, si tu t'endettes fortement pour faire ce genre de choses, ça peut être assez risqué, assez dangereux du coup, puisque t'as plus personne qui veut te l'acheter en face. Si le marché de l'immobilier se retourne, tu vois, et que tout d'un coup, parce que la crise économique serait beaucoup plus profonde que prévu et qu'elle se mettrait à attaquer non seulement la finance, encore une fois, qui est un baromètre extrêmement sensible, mais qu'elle se mettrait à attaquer la liquidité d'une façon générale. Donc les gens auraient besoin d'argent, moins d'argent pour investir, plus besoin de liquidité, donc moins à même de payer des prix élevés pour de l'immobilier aujourd'hui, etc. Tu vas te retrouver avec la même chose. Si t'as un gros crédit en face de ton actif immobilier, si ton actif immobilier baisse de 30%, la banque va pas te laisser avec la situation comme ça sans rien faire. Donc ça veut quand même dire que, tu vois, j'ai reçu pas mal sur la martingale, tu le sais, de personnes qui vont aider à financer des parties de projets immobiliers, de projets photovoltaïques, de projets divers et variés, de start-up, de choses comme ça, sur des track records sur les 5-10 dernières années qui étaient très 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 bons. J'imagine que là, faut quand même avoir une vigilance accrue en ce moment sur tous ces types de services, parce que en fait, même si les track records sont bons sur le passé, là, il va y avoir quand même un peu de casse ou... Ah ben, on sort d'une période qui a été extrêmement favorable à ce type d'activité, parce qu'avec des taux extrêmement bas, une abondance de liquidités, une révolution technologique, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été dirigé vers ces sociétés, ces PME et ces startups et ces projets immobiliers, etc. Ils portent le même risque que l'économie tout entière.
Mmh. Si tu te mets à avoir plus de faillites, moins de business possible, moins de consommation, moins d'argent disponible, tu vas avoir des sociétés qui vont avoir des difficultés financières, des difficultés de trésorerie, des constructeurs qui vont se retrouver avec pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de leur projet, etc. Enfin, ça, Mmh. on est si cette crise sanitaire du coronavirus se transformait en crise économique importante, que les gouvernements n'arrivaient pas à juguler avec tout ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, il y a quand même de très grandes chances pour que la totalité des actifs soit atteinte et qu'il y ait une revalorisation générale des actifs. Si tu veux, il faut pas oublier que d'une façon générale, la valeur d'un actif aujourd'hui n'est que relative. Ouais. Il n'y a pas de valeur absolue. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux. Mais il faut qu'il y ait un acheteur, un vendeur, et puis s'il y a plus d'acheteurs, ouais. C'est toujours la question de l'offre et de la demande. Si tu te mets à avoir une explosion des taux de chômage, beaucoup de faillites de sociétés, de choses comme ça, etc., forcément, les marchés immobiliers, le marché et le marché immobilier sera probablement un des derniers touchés. Mais je te laisse imaginer tout ce qui est voitures de luxe, le marché de l'art, des choses qui étaient, comment dirais-je, le bout quelque part de l'excès de liquidité, c'est-à-dire qu'à un moment Tu donné. pètes mon trip sur la martingale, Laurent, là, parce que qu'est-ce que je vais aller voir maintenant? Tu vois? Mais non, parce que tu vas avoir aussi en même temps toutes les opportunités du monde. Ouais, j'imagine. Tu vois ce que je veux dire, parce que c'est toujours pareil dans la finance, et je crois que, enfin, dans tout d'ailleurs, c'est pas dans la finance, mais il y a toujours deux faces à la pièce, quoi. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui va s'ouvrir nécessairement une période d'opportunité absolument fantastique. Alors, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? J'en sais rien. Mais ne serait-ce que la purge sur les marchés financiers, tu te rends compte quand même que on est à des prix qui sont, je dirais en moyenne peut-être, mais d'une trentaine de pourcents en dessous des prix qu'il y avait il y a un mois, quoi, sur les Mmh. marchés financiers. Et alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une opportunité d'achat, ou est-ce qu'au contraire les perspectives sont tellement noires que ça doit encore baisser? C'est toute l'interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui, et c'est toute la difficulté de cette interrogation quand tu es au cœur de la crise. Je comprends, oui. Mais elle existera forcément. Moi, je ne crois pas à la fin du monde. Je crois éventuellement que cette phase peut être assez comment dirais-je, peut Longue et douloureuse. Non, longue, pardon. douloureuse, provoquer un certain nombre, évidemment, de provoquer un certain nombre de changements, peut-être de provoquer une récession, je ne pense pas que les gouvernements iront jusqu'à se jeter dans le vide. Tu comprends bien que d'arrêter 2 milliards de personnes et de confiner 2 milliards de personnes n'est possible que sur un temps très court, quel que soit quelle que soit à la limite la nature et la dangerosité du virus. Il y a un moment donné, c'est Monsieur Trump qui a dit, je crois hier ou avant-hier, même s'il n'est pas très très apprécié, notamment en France, qui a dit, il y a un moment donné où la cure ne peut pas être pire que le mal. Mmh. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui, je vais fermer les États-Unis pendant 6 mois. Parce que si tu fermes les États-Unis pendant 6 mois, c'est pas le coronavirus qui va tuer le monde. C'est la crise économique qui va s'en suivre. Donc il y a un moment donné où si tu veux, je crois que tu vois, tu as toutes ces options-là qui sont aux mains notamment des politiques, et qui vont déterminer la profondeur de la crise à suivre et la profondeur de la crise économique qui va suivre cette crise sanitaire. Alors, j'ai un de mes potes qui est trader et qui me disait qu'au moment où... alors, ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, on voit tout ce qui n'est pas entre nos mains et qui est notamment entre les mains du politique. Mais ça, c'est encore un très vaste sujet. Moi, je veux même être au-delà de ça. Ce que je te disais tout à l'heure, quand les gens commencent à utiliser le marché financier comme le moyen de faire du cash, ça t'échappe complètement. Toi, investisseur, que ce soit un investisseur comme je pourrais l'être, un plus gros investisseur ou un investisseur particulier, qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, je te donne un exemple sans te citer de nom de valeur, mais on a eu un titre qui a baissé, qu'on avait en portefeuille, qui une journée a baissé de 25%. On comprenait pas pourquoi.
Enfin, on comprenait pas pourquoi, à part le contexte, tu vois, mais le reste du marché, c'était pas une journée absolument noirissime, donc ça baissait de 25%. Il se trouve, et on l'a appris quelques jours après, le lendemain, il a rebondi d'à peu près la même chose, que c'est un titre sur lequel il y a un gros LBO, donc la société a été rachetée à crédit par un fonds d'investissement ou des investisseurs, etc., etc. D'accord. Comme tout le principe des LBO, en général, ils mettent les titres de la société qu'ils achètent en garantie du crédit qu'ils contractent Ouais. pour faire l'opération. Et quand il y a un moment donné, ou quand tu as des appels de marge de ta banque, bah, la seule possibilité pour les gens du LBO de faire du cash, C'est de c'est de vendre vendre des les actions. titres. Ouais. Or, tu les vends dans un marché où il n'y a pas d'acheteurs. Parce que c'est la folie furieuse, que tout le monde est en panique et que tout le monde se sert du marché pour faire du cash. Mais qu'est-ce que tu fais? T'envoies le titre 25% plus bas. Est-ce que fondamentalement, ça n'a aucune justification? Ouais. C'est Et le mécanique. lendemain, voilà, et c'est mécanique. Et le lendemain, comme tu as fini ton ordre, qu'il y a un mec qui se dit quand même, il connaît bien la société, qui se dit moins 25 dans une journée, c'est peut-être une petite opportunité d'achat. Comme il est tout seul aussi à acheter, bah, il l'envoie 20% plus haut. Et ça veut plus rien dire. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? À l'instant précis, ça veut plus rien dire. Ça ouais, n'est parce pas qu'en une effet, comme tu le dis, si tu prends des marchés qui un jour sont énormes avec plein de gens qui traitent à l'achat comme à la vente et que le lendemain t'en as que très très peu, si t'as un seul type qui vend des actions Google mais que t'en as zéro qui veulent les acheter, eh ben le stock va baisser jusqu'à ce qu'il y en ait un seul qui l'achète. C'est bien ça la exactement. mécanique. Et donc du coup, je reviens justement à la question un peu à la remarque de mon pote Jérôme, donc qui est trader, je dirais pas dans quelle banque, je suis pas sûr que j'ai le droit de le dire, mais en fait, il me dit, vous les particuliers entre guillemets, il dit parce que je lui dis, bah, va falloir quand même, il y a un moment, c'est peut-être le moment d'acheter ou de commencer à acheter. Il me dit le problème, c'est que quand t'es hors marché, que t'es pas professionnel, etc. Généralement, le moment où toi tu te dis faut acheter, et du coup j'ai un de mes associés qui m'a dit un peu pareil, que t'as croisé aussi Laurent, Mhm. eh bien il me dit il me dit, bah, ça veut dire que c'est trop tôt. Parce que le moment où il faudra acheter, vous voudrez plus acheter parce que vous direz, mais tout est parti tellement loin à la casse qu'en fait, c'est fini, c'est mort, tout ça est plié et voilà. Et qu'est-ce que t'en penses de cette remarque? Je trouvais ça assez Ah, intéressant de me dire, oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit beaucoup, c'est-à-dire que les purges comme celles qu'on a vécues se terminent quand on a ce qu'on appelle une capitulation des investisseurs. C'est-à-dire que les gens dégoûtés finissent par voilà, je veux plus entendre parler d'actions, voilà. Et puis alors tu as des capitulations qui sont à des niveaux différents. Tu as les capitalisations des hedge funds, ensuite des investisseurs institutionnels, ensuite des mais et puis au bout de la ligne, il y aurait l'investisseur particulier ou l'investisseur individuel, ou en tout cas c'est souvent ce qu'on a constaté dans les différentes crises. Euh, ce que je note dans celle-ci d'étonnant, alors et ça donne peut-être raison d'ailleurs à ton ami trader, c'est que les particuliers ont gardé et gardent encore un grand calme dans cette histoire. Et je pense qu'une des raisons de ce calme aujourd'hui, qui est plutôt une certaine forme de sagesse parce qu'on fait un peu que des bêtises dans ce genre d'environnement. Je pense qu'une des raisons de cette sagesse est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour une fois, c'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire. Je crois que les gens ont peur pour d'autres choses que pour leur épargne aujourd'hui, qu'il y a d'autres choses qui sont à risque et qui occupent leur esprit, ce qui ne veut pas dire que ils vont pas revenir ensuite à la question de la gestion de leur patrimoine. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire que ce que tu disais aussi, tu comprends pourquoi ça baisse. C'est pas un produit financier exotique totalement incompréhensible inventé dans une banque new-yorkaise ou autre par des mathématiciens qui ne devraient pas faire de la finance, tu vois, qui a déclenché ou qui a été le signe noir qui a déclenché le cataclysme boursier et financier. Là, c'est quelque chose que tout le monde identifie, comprend, en ressent immédiatement les effets. Se retrouve confiné, ne peut plus aller travailler, ne consomme plus. Je crois que pour n'importe qui, si la bourse montait en même temps, c'est là qu'il y aurait une vraie incompréhension, quoi.
Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que les particuliers ne paniqueront pas, ou est-ce que ça veut dire que la panique des particuliers est encore à venir et que l'épisode boursier, que la crise boursière n'est pas terminée? euh, je, Très honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas parce que pour moi, la seule conviction que j'ai aujourd'hui à peu près, c'est que tout dépend du temps. Tout dépend de la fenêtre de ce Du temps de confinement notamment, de quand on reprend l'économie, quoi. exactement. Et donc, Ouais. et de la capacité des gouvernements et des banquiers centraux à faire un bridge, parce qu'ils sont là vraiment dans leur rôle, pendant cette période-là, et à permettre au monde de passer cette période de confinement. Encore une fois, si on reste dans 35 jours, 40 jours, je pense que, vu les moyens qui ont été mis en place, etc., je pense que c'est possible. Si les choses devaient déraper et que le confinement devait durer très longtemps, oui, tu vois, et il y aurait une seconde phase de panique, Mmh. tu vois, et qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas impossible. Aujourd'hui, ça n'est pas impossible. Et chez les professionnels, chez tes confrères, chez les conseillers en gestion de patrimoine, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ah bah, on est dans une situation on est tous dans une situation comme le reste de la planète et le reste des métiers, dans une espèce de situation d'urgence. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous n'avions pas imaginé la violence de la réaction, et la violence de la réaction notamment boursière. Donc beaucoup de gens comme nous se sont fait pincer les doigts dans la porte, donc ils ont subi des pertes qui sont plus ou moins importantes et qui sont à mettre en lumière et en miroir de ce qu'ont été les performances ces dernières années. Donc c'est pas forcément dramatique, loin de là. Et où tu te dis aujourd'hui, si tu veux, on essaye d'appliquer exactement la discussion qu'on a, c'est-à-dire Mmh. il y a eu un énorme coup de tabac qui est, comme souvent, probablement assez excessif parce que la bourse ne sait pas faire autre chose, d'accord? Donc on essaye de préserver ou de sauvegarder ou de récupérer un peu cette claque qu'on vient de prendre, tout en se disant qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur l'avenir et que donc on peut pas en même temps à ce stade-là de la crise faire prendre des risques très importants à nos clients et qu'on est plus dans une je pense pouvoir parler pour la majorité de mes collègues, mais dans une phase qui consiste plutôt à essayer de préserver euh, les patrimoines de nos clients, leurs actifs, et essayer surtout de discuter avec eux, de les avoir régulièrement au téléphone, etc., pour essayer. Il y a des choses qu'il faut changer dans un portefeuille quand il s'est passé ce qui vient de se passer, et puis Mmh. il y a des choses où il faut être capable de faire le dos rond. Parce que il y a certaines belles sociétés, quand vous les avez en portefeuille et que t'as pas de crédit en face, dans 10 ans, elles vaudront plus cher qu'aujourd'hui. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre. Sauf si les choses s'aggravent, et si les choses s'aggravent, il faudra en tirer les conséquences. Tu vois. Tu disais tout à l'heure, l'immobilier sera peut-être en bout de chaîne, un peu la baisse là-dessus. Est-ce qu'il y a une sorte de pattern de scénario qui se reproduit de crise en crise, où d'abord il y a, tu vois, là je pourrais me dire finalement ceux qui sont dans les startups, je serais un peu fébrile si tu as beaucoup dans certaines startups qui sont très déficitaires parce que ça va être dur de Ça va être voilà. compliqué. Et est-ce que il y a des choses qui tombent en premier? Est-ce que je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui tombent dernier? Est-ce qu'il y a des choses qui tombent pas? Est-ce qu'il y a des valeurs refuges? Oh, Est-ce que bah, je vais tout dans le pinard? Ah, le pinard est mais c'est pareil, le pinard ne vaudra pas ce que ça vaut si le monde est dans une crise économique. Oui, si les très riches ne veulent plus en acheter. Voilà, tu vas aussi perdre de l'argent sur des bouteilles que tu auras achetées il y a 3 mois et que tu essaieras de revendre dans 6 mois Hmm. dans un contexte de crise économique. Si tu veux, les gens t'achèteront plus les bouteilles ce qu'ils les achetaient. Je crois que tu as
tu as d'abord, alors, la première victime, et on l'a bien vu, c'est le marché financier. Mais Ouais. elle est victime de ce qui est euh, à la fois son défaut congénital, mais aussi son plus grand avantage, qui est la La liquidité. liquidité, ouais, très bien. Ouais. Il n'y a pas un Commence à endroit comprendre en fait. Il n'y a pas un endroit au monde où tu trouves de la liquidité comme ça. Donc, quand on a Bah oui. besoin, si tu veux vendre ta cave de pinard, par exemple, pour faire un appel de marge, ou parce que tu dois rembourser ceci ou cela, ou parce que tout d'un coup, ce que tu avais placé, tu pensais t'en servir, tu peux plus t'en servir, bah, tu vas aller chercher ta liquidité là. Bon. Hmm. Donc tu as une espèce comment dirais-je, tu as déjà une première chronologie qui se fait autour de la liquidité. C'est-à-dire que ce qui a le plus liquide est le frappé en premier, puis ensuite tu descends dans la liquidité. Tu vas mettre plus de temps à liquider des choses qui sont, bah, par définition moins liquides, donc ça va être moins impacté. Mais ça D'où finira par l'immobilier qui arrive. D'où l'immobilier qui arrive en bout de chaîne, puisque si j'ai le souvenir, tu vas me dire si c'est la bonne gymnastique intellectuelle. Mais moi, j'ai acheté mon premier bien immobilier, je crois en 2009, et en fait, le type à qui je l'ai acheté, il le mettait à vendre cher dans le 18e à Paris. Euh, Depuis juin 2008, et moi je l'ai acheté en juin 2009, ça faisait un an qu'il était collé, qu'il avait eu zéro offre, zéro offre, zéro offre, il baissait, il baissait, il baissait, il avait zéro offre, zéro offre. Puis moi, un jour, je suis arrivé avec une offre à 20% en dessous de ce qu'il avait, et puis il s'est dit, de toute et façon, puis je suis collé avec ce machin, bah, voilà. et il m'a dit banco, quoi. Donc Et en effet, mais au début, sur l'immobilier, tu refuses de baisser trop, etc., parce que tu te dis, ça va reprendre, ça va machin, et puis, sauf qu'il n'y a plus de marché, en fait, c'est ça. oui, mais tu sais, tu as le réflexe en immobilier quand l'immobilier baisse, qui est le même réflexe que tu constates sur les marchés financiers, hein. Mmh. Ceux qui croient que c'est la fin du monde, donc qui vendent tout de suite à tout prix. Ceux qui pensent que ça va rebondir et que tout le monde est fou, donc qui veulent surtout pas vendre. Tu vas retrouver à peu près tu vois, le même panthéon de comportements. Mais, mais, mais tu vas te retrouver. Je pense que sur l'immobilier, euh, il y a une chose qui va déterminer beaucoup la profondeur de la crise par secteur ou par activité, qui est l'effet de levier ou le crédit que tu as dedans. Voilà. Je crois que c'est beaucoup quelque chose comme ça. Et puis l'immobilier a quelque chose de particulier. C'est que l'immobilier, il a une utilité autre que de celle d'être un placement. Si tu mets de la, alors, je parle pas des grands investisseurs institutionnels, mais je parle pour les particuliers ou pour les épargnants. La plupart des Français, par exemple, mais c'est le cas aussi aux États-Unis, c'est le cas dans beaucoup de pays, leur bien immobilier, la résidence principale, constitue une grosse partie de leur patrimoine. Bon, tu vends pas ta résidence principale parce que son prix a baissé, parce qu'il y a autre chose. Tu as une résidence principale, tu vis dedans, etc., etc. Donc il y a une utilité, si tu veux, qui fait que c'est peut-être le dernier truc que tu vas vendre. Tu vois ce que je veux dire? En effet, Par ouais, tout contre, à fait. quand tu fais des opérations immobilières à crédit, avec des gros effets de levier, etc., etc., tu te retrouves dans une situation aujourd'hui où tu vas peut-être être obligé de vendre ton bien, pas forcément au mieux, parce que tu peux pas assumer de porter le crédit, tu peux pas payer les intérêts, alors que par exemple en ce moment tu peux pas construire et que ton chantier va prendre un mois et demi de retard, etc., etc. Donc Mmh. l'immobilier, il a aussi des forces. Je suis évidemment beaucoup moins spécialiste que pour les actions, mais il y a des forces différentes et éventuellement antagonistes qui agissent sur lui. Mais chez les grands institutionnels et chez les grands, si tout d'un coup ils ont vraiment ils n'ont plus suffisamment de cash, etc., ils impacteront aussi l'immobilier, ils liquideront aussi une partie de leur bien immobilier, et donc dans ces cas-là, tu peux aussi avoir une baisse des prix immobiliers, mais il y a une inertie, tu comprends, mais qui est beaucoup plus importante qu'à la bourse, ne serait-ce que parce qu'ils vont pour financer leurs actifs illiquides, ils vont aller chercher de la liquidité sur les marchés, donc ça va être le premier impacté. Et souvent dans ces périodes très tendues de crise, etc., j'ai l'impression qu'il y a il y a des valeurs qui font, alors je sais pas si c'est l'or, le pétrole, d'autres choses, mais qui font un peu le chemin inverse des marchés et ces choses-là. Est-ce que Oui, jusqu'à un certain point. La semaine dernière et celle d'avant, quand tu te retrouves dans cette configuration dont je te parlais, l'or a beaucoup baissé, comme le reste. et le pétrole aussi, ouais. Alors le pétrole, c'est autre chose. Le pétrole, il a eu droit à une espèce de double whammy, comme disent les Anglais.
qui est le coronavirus et donc l'impact que ça peut avoir sur l'économie mondiale et donc la consommation de pétrole. Et l'entente entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et la petite guerre entre la Russie et l'Arabie Saoudite, avec l'Arabie Saoudite qui a décidé de faire un dumping sur les prix du pétrole pour en gros étrangler la Russie. Donc effectivement là, on est quand même dans la tempête parfaite pour le pétrole. Mais qui est aussi dans l'absolu plutôt une bonne nouvelle. Dans un contexte où un pétrole plus bas, ça coûte moins cher. Donc, dans un contexte de crise économique ou de nécessité, tu vois, de faire un peu des économies ou de faire des relances, etc., vaut mieux que le pétrole vale $20 que 80 ou 100 ou 150. Tu vois, alors bon, les pays producteurs, ça leur pose quelques problèmes, mais les pays consommateurs, dont la Chine et les États-Unis, quand même. Alors les États-Unis c'est un peu moins vrai parce qu'ils ont le gaz de schiste et le pétrole de schiste, mais à $20 le pétrole de schiste quasiment tu l'exploites pas, donc ils redeviennent importateurs de pétrole, donc vaut mieux que ça vale $20 que 100. Je t'ai sans demander de conseil du coup et en te présentant un truc qui est un peu le concentré, le condensé de ce que j'ai appris aussi depuis près d'un an avec la martingale et tout ça. Moi, je me suis mis sur une petite stratégie à me dire, en fait, j'étais assez peu exposé sur les marchés. Je parle au sens très large, du Bitcoin à l'or en passant par les actions tradies et peut-être des index ou des choses comme ça. Et puis, je donnerai encore une fois zéro action ni conseil, etc. Et je me suis dit, en fait, peut-être que là, c'est le moment. Donc, j'ai ouvert un compte et je me dis, rentrer tout petit, mais régulier sur des marchés et essayer de tenir le plus longtemps possible là-dessus. Quand je dis tout petit, c'est tu vois, c'est peut-être 500, 1000 euros par semaine et me dire tiens, si je réussis à tenir ça pendant, j'en sais rien, 2 ans, mais à le faire, peut-être que finalement c'est pas une connerie. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est une très bonne façon d'investir sur le long terme. Tu moyennes ton prix en fonction de ce que fait le marché. Tu prends un montant. C'est ce qu'on appelle c'est une technique assez classique d'investissement en bourse que nous on recommande assez souvent aux particuliers parce qu'elle a le gros avantage de lisser les prix de revient. C'est-à-dire que t'as pas mis tout sur le rouge la veille du jour où il fallait pas le faire, et que comme tu viens de le constater, souvent on ne prévient pas que c'était la veille du jour où il fallait. Non, c'est clair. Donc voilà, et d'avoir surtout la possibilité, comme tu dis, de le faire de manière très régulière et tu sais, il y a quelqu'un qui disait que le marché pouvait être irrationnel dans un sens où plus longtemps que tu n'étais solvable. Ça, c'était, tu vois, donc le risque de ce genre de choses, c'est que tout d'un coup tu t'arrêtes. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais si tu as calibré ton investissement pour le faire sur une période de plusieurs semaines ou plusieurs mois dans des circonstances qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, ça me paraît pas être une mauvaise idée. Quand les prix baissent, t'as plus d'actions. Quand ça monte, t'en as un petit peu moins. Mais au bout du compte, tu vois. Et je crois d'une façon générale que ça correspond exactement, même si malheureusement beaucoup d'investisseurs le perdent de vue, ça correspond à un investissement long terme pour un particulier. Il fait pas un coup. On en a parlé ensemble. Il fait pas un coup. Et quelque part, de tout investir dans les actions un jour J, quelque part c'est un coup. Parce que comme on l'a constaté, à court terme, très vite, le lendemain, je peux valoir 10% de moins. Et sans que ce soit la faute de personne, sans que ça ait pu être prévu, sans forcément que ce soit quelque chose de totalement rationnel, etc. Et c'est vrai que entre celui qui a mis tout sur le rouge la veille et celui qui en a mis que 10% ou 1% en se disant je vais faire 100 fois comme ça, c'est pas le même impact. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi, parce que les gens n'arrivent pas à tenir cette discipline-là sur un marché haussier. Parce qu'ils finissent par se dire, je finis par tout mettre. Ce sur quoi on est d'accord, je crois, c'est que finalement, dans une période de très grande incertitude qu'on vit actuellement, la plus grosse bêtise serait comme tu le dis, mais de rentrer, mais même dans toutes les périodes, mais de rentrer d'un coup sur un truc. T'aurais fait ça il y a 2 semaines ou 3 semaines, t'aurais pris cher. Ouais, je crois qu'il faut se garder de 2 choses. Je crois qu'il faut se garder de paniquer.
parce que c'est jamais un bon conseil. Je crois qu'il faut se garder de croire qu'on est plus malin que les autres et que donc on va faire des belles affaires dans un bain de sang. Faire attention à ça. Parce que ça aussi, la bourse, c'est un truc qui apprend au bout d'un certain temps l'humilité, parce qu'on peut avoir de la chance une fois, deux fois, trois fois, on peut se mettre à y croire, etc., etc. Donc il faut faire attention à ça, et il faut garder, je crois, alors c'est toujours c'est un peu la tarte à la crème, mais ça reste vrai, une certaine forme de bon sens. Voilà. Ouais. Une certaine forme de bon sens pour essayer de s'extraire à un moment donné de toute la panique ambiante. Et je reviens sur quelque chose qui, à mon avis, est fondamental dans ce qui se passe en ce moment. Sur 100 intervenants, pardon, sur le marché financier, il y a 100 motifs, 100 histoires différentes. Il y a donc le type qui vend parce qu'il a un LBO et que sa garantie est en train de lui serrer le kiki. Il n'a pas les mêmes problèmes, il n'a pas les mêmes objectifs, il n'a pas les mêmes besoins qu'un particulier qui a placé son épargne sur le long terme avec l'idée de le faire fructifier doucement, de le transmettre à ses enfants, etc., etc. Donc, on ne peut pas avoir le même comportement pour un particulier que un trader de hedge fund qui gère un fonds ultra leveragé avec des positions hyper risquées, ou au contraire de quelqu'un qui par ailleurs a des actifs très illiquides sur lesquels il y a des demandes de marge, etc. Et quand le marché arrive aux conditions dans lesquelles on est et où on a été la semaine dernière, il n'est plus efficient. Donc il devient extrêmement dangereux pour à court terme, pour des gens qui n'ont pas de vision court terme et qui ne doivent pas en avoir. Voilà ce que je pense être la chose importante à garder à l'esprit dans des périodes qui sont aussi troublées que celle-là. Ça me semble, très clair, Laurent, et paradoxalement, je me dis que c'est probablement le genre de moment où les têtes brûlées les têtes brûlées et probablement mais peuvent faire le plus d'argent, parce que même si t'es leveragé ou si t'es machin, tu peux t'envoyer au plafond totalement, mais en l'occurrence alors, je pense qu'il y a deux personnes qui sont capables de faire de l'argent dans ces cas, c'est effectivement des têtes brûlées ou des gens qui seraient très très malins ou qui auraient compris comment le truc fonctionnait, etc. Bon, ou qui ont beaucoup de chance aussi, probablement. Ou des gens qui ont beaucoup de chance, mais dans des périodes comme ça, c'est dur d'avoir de la chance tous les jours. Mais ceci étant dit, non, je pense qu'il y a aussi, si tu veux, il faut toujours rappeler à l'esprit dans des périodes comme celle-là, l'investisseur qui est un mec comme Warren Buffett. Je pense qu'un type comme Warren Buffett, aujourd'hui, achète dans le marché. Il avait beaucoup de cash, les marchés étaient un peu chers pour lui. Il avait dit qu'il n'avait pas de cible vraiment qui l'intéressait, qu'il attendait un événement ou une crise ou une machin, etc. Lui doit acheter. Parce que lui est capable d'acheter aujourd'hui pour 10 ans, mais il achète véritablement pour 10 ans. C'est-à-dire qu'il achète aujourd'hui et quel que soit le cours de bourse du lendemain, ça l'empêchera pas de dormir. Ouais. Et il ne changera pas d'avis, il se dira pas, ça j'y crois dans les 10 prochaines années et j'achète, mais si demain ça perd 15%, je panique et je revends. Ouais, non, il croit aussi long terme, il pense macro un peu. Et puis, alors là, je vais aller au-delà si tu veux, mais ça, c'est une grosse tarte à la crème, mais il faut quand même la dire. C'est pas la roulette, le marché. Un mec comme Buffett, il connaît parfaitement les boîtes qu'il achète. Il sait exactement ce qu'il achète. Il sait exactement pourquoi il l'achète. Le potentiel qu'elles ont. Après, il peut se tromper. Mais c'est pas parce que le marché lui donne tort ou pas tort. Parce qu'il se trompe parce que la société est moins solide qu'il ne le pensait, parce que son taux de croissance est moins important, parce que les barrières à l'entrée qu'elle avait mises autour de son business sont moins importantes qu'il le pensait. Ça, c'est ce qui déclenche ces opérations d'achat ou de vente d'investissement. C'est pas le marché qui se met sur le toit parce que il y a un vent de panique, ou qui au contraire se met à croire au Père Noël et à monter. C'est pas ça qui détermine son choix.
Tu vois, t'as raison. Mais elles sont bien tes tartes à la crème. Moi, je les aime beaucoup tes tartes à la crème, Laurent, parce que elles rappellent aussi que les fondamentaux sont quand même souvent toujours là, même voire encore plus sur les aspects financiers. Et que si tu te dis à 10 ans, ce marché j'y crois pas, cette entreprise j'y crois pas, ce machin j'y crois pas, etc. Rentre pas forcément maintenant sur un truc comme ça. Si tu te t'achètes pas. dis je crois pas à l'automobile, je crois pas à tout ça parce que je pense que voilà, si tu te dis finalement l'aérien ça a pris tellement cher, mais il y a un moment ça va bien remonter parce que les vols vont repartir, mais potentiellement dans très longtemps. Donc voilà, j'attends. Mais à chaque fois, en fait, faut pas rentrer juste comme ça. Et puis, voilà, et puis tu vas bien travailler ton cas. Est-ce que Hmm. tu peux rentrer par exemple les airlines? Prenons les airlines. Tu prends les airlines, qui sont des sociétés très bien. Est-ce que elles ont perdu 50-60% aujourd'hui? Elles vont être sauvées par les gouvernements, d'accord? Donc tu te dis ça vaut le coup de les acheter. J'ai envie de te dire que c'est presque, ça c'est le réflexe de café du commerce. Ok, elles vont être sauvées par le gouvernement, puis elles vont voler un jour. Si tu es un investisseur vraiment, il faut que tu ailles un tout petit peu au-delà dans ton boulot. Des sociétés aériennes qui vont être sauvées, ça veut dire qu'on va injecter énormément de pognon de l'État dedans. Hmm. Est-ce que tu crois franchement que tu vas t'enrichir avec l'argent des taxpayers américains investis dans des sociétés qui ont été sauvées de la faillite? Est-ce que Ça tu serait crois que ces sociétés une augmentation de capital, tu vas te faire diluer. Ouais. est-ce qu'elles vont distribuer des dividendes? Est-ce que le gouvernement américain va leur autoriser à faire ça? Est-ce qu'elles vont faire des buybacks et des rachats d'actions comme elles le faisaient pour booster leur cours de bourse sans prendre des précautions extrêmement importantes, de mettre de l'argent de côté et qu'elles seront obligées de le faire? Regarde les banques après 2008. Elles ont été sauvées. Ça a été un des plus mauvais investissements des années qui ont suivi parce qu'elles ont payé leur sauvetage. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, dans un marché où tout tombe, c'est pas forcément ce qui a le plus tombé qui rebondira le mieux. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Et l'autre chose Bien. que tu peux te dire et c'est aussi là où il faut pas se précipiter, c'est est-ce que on peut raisonnablement penser qu'il y a des choses qui vont changer dans le monde après cet épisode? Ouais. Tu vois? Est-ce que j'ai une idée comme ça, mais est-ce que tu vas regarder Uber de la même façon que tu le regardais avant? Alors que ça t'évite les transports en commun, la promiscuité, le risque de machin, etc. Est-ce que c'est pas une société qui était très décriée jusque-là, même si il y a eu un très beau LBO, que les gens sont devenus très riches autour, etc. Mais on t'expliquait que c'était une société qui n'irait jamais là. Est-ce que c'est une société qui va pas avoir un avenir un peu différent après le coronavirus? Entre la livraison de bouffe et le transport entre guillemets «sécurisé» ou individualisé de personnes. Tu vois? Et tu vas changer plein de choses comme ça, je pense, hein. Je non, je serais très prétentieux de te dire que je serais capable d'identifier les secteurs qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Mais voilà, il y a forcément des choses qui vont changer là-dedans. Il y a forcément des industries qui vont en profiter. Il y en a Oui, d'autres qui toutes vont les choses, il y en a d'ailleurs déjà autour du télétravail, exactement. il y a plein, Regarde ouais, TeamViewer ou Zoom ou ces sociétés-là qui ouais. étaient des startups et regarde leur parcours de bourse depuis, Hmm. 15 jours ou 3 semaines, tu vois? Hmm. Et ces crises-là, quand elles sont au-delà de la au-delà de la encore une fois, de la petite crise financière ou de le petit coup de tabac boursier, elles vont changer beaucoup de choses. Et en même temps, on reste et ça je pense que c'est la grande chance du monde aujourd'hui, on reste dans une période de grande révolution technologique qui va pas s'arrêter non plus. Ouais. Le monde va pas s'arrêter après le coronavirus. Tu vois, on va continuer à se développer. On est dans des ruptures technologiques qui d'ailleurs sont relativement. On n'aurait pas pu vivre ce confinement il y a 15 ans avec un téléphone à touche et bon, j'exagère un peu, mais il y a 20 ans. Ouais, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, mes enfants qui sont des ados, ils ont des cours par correspondance organisés par leur école, par le rectorat, par machin, des interros, des machins. Ah, bon, évidemment, c'est pas parfait, mais il y a 15 ans, ou même peut-être il y a 15 ans, ça aurait été moi qui aurais dû leur faire cours. Hmm. Si j'avais voulu que les 30 jours de confinement soient pas une espèce de grande grasse matinée et de tu vois et de PlayStation. télévision Ouais. et de ouais il y a 15 ans ils avaient le PlayStation mais tu vois ce que je veux dire et Hmm. l'enseignement par correspondance est en train d'exploser enfin tu vois donc ça va en plus Ouais, bien sûr. provoquer énormément de modifications structurelles dans la société et
et partant de là dans l'économie et donc dans la finance. Tu vois? Ouais, je me demande aussi, et je me pose évidemment plein de questions sur toutes les GAFA et toutes ces grosses, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est des boîtes qui sont un peu justement antifragiles pour reprendre? On a commencé sur le signe noir de Nassim Taleb. Est-ce qu'on finit sur son antifragile? Mais lesquels seront antifragiles parmi tout cela et sortiront grandis de cette crise, quoi? C'est vrai que t'as ça, et puis je te dis, tu as des secteurs qui vont probablement être abattus. Les grands bains de foule, les grands événements, les grands messes, les grands machins, les grands trucs comme ça qui étaient en pleine explosion, les méga concerts, enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gens vont avoir autant d'appétence pour ce genre de choses avec le ouais. souvenir de ce qui vient de leur arriver, par exemple? Tu vois, il y a toute une recomposition, pas forcément du paysage, c'est un peu grand, mais un peu gros, mais en tout cas, peut-être est-ce que les gagnants de demain ou ceux qui seront encore un peu mieux placés sont pas tout à fait les mêmes que hier, parce que ce coronavirus et que cette crise aura changé un certain nombre de choses. Bon, est-ce que tu as le nom du laboratoire pharmaceutique qui va trouver Oui, le bien sûr, vaccin, le traitement? je ne le donnerai pas, parce que je Tu me le garde. donnes, tu me le donnes juste après l'enregistrement? Voilà, bien sûr. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour en tout cas de tout ça. C'était passionnant de se poser toutes ces questions et de rester aussi sur une note d'espoir et de, tu vois, de réflexion assez pragmatique sur ce quoi on peut... Il ne faut jamais parier contre l'humanité. Moi, ça, c'est un truc que j'ai appris. Alors, ça fait grande phrase, un peu grandiloquente, etc. Mais j'ai appris ça finalement au cours de ma carrière, parce que moi, quand y pense, je pense qu'on est une génération, c'est hallucinant, hein. J'ai eu 2000, 2008, 2011, 2016, 2018 et 2020 comme crise. Hmm. Tu vois, donc ça commence, c'est tous les 2 ans. Alors, elles sont plus ou moins importantes, mais c'est tous les 2 ans. Et à chaque fois, alors à un degré à un degré différent et éventuellement pour des raisons différentes, mais la bourse a toujours fini par faire croire aux gens qu'on était proche de la fin du monde. Voilà, que la fin du monde arrivait. Et ça a toujours été un mauvais pari que de parier contre l'humanité et pour la fin du monde. Et puis au pire, de toute façon, si tu paries pour le renouveau, eh ben, de toute façon, quand tu paries sur la fin du monde, comme le monde est fini, tu auras quand même tout perdu. Donc finalement, c'est pas une bonne Oui, chose. donc il ne faut pas le faire, et ça n'a finalement pas de sens. Alors, dans mon métier, quelque part, ça n'a pas de sens. Parce que dans ces cas-là, tu fermes la porte. C'est la fin du monde, tu appelles tes clients, tu leur dis, écoutez, récupérez l'argent que vous avez placé chez moi, parce que si c'est la fin du monde, je n'ai aucune solution pour vous. Blague à part. Donc, 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 donc si c'est la fin du monde, bon, si c'est pas la fin du monde, ce que je crois, ça va s'arranger, les choses vont se stabiliser, il y aura de nouvelles opportunités, il y aura des difficultés, mais qui seront surmontées, parce que l'humanité a toujours réussi à le faire, et qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas cette fois-ci. Surtout que ça reste quand même un phénomène de loi des nombres. Pas oublier ça, quoi. Ça fait pas tant de victimes que ça. Simplement, ça a une telle capacité de propagation que, si tu veux, les chiffres sont absolument colossaux, quoi. Mais en dehors de ça, ça n'est pas la peste noire, quand même. Tu Non, vois? c'est vrai, t'as raison, Et t'as ça raison. reste, encore une fois, ça reste la loi des nombres. Et quelque part, c'est un espèce de choix de société qui est aujourd'hui d'arrêter le monde pour essayer de sauver la toute petite fraction de l'humanité qui est à risque avec ce coronavirus. Ouais. Et d'éviter d'engorger les hôpitaux. Ouais, Et ouais. d'éviter Un d'engorger. carnage. Ouais, ouais. Il y a un moment donné, et sans faire de cynisme, hein, parce que c'est pas du tout la question, mais il y a un moment donné où cette position n'est pas tenable, ou n'est plus tenable. Tu ne peux pas demander à un gouvernement quel qu'il soit de sacrifier 90% de sa population, parce que c'est ça que tu risques de faire en provoquant une grande dépression, enfin tu vois un cataclysme économique, pour euh, pour euh, pour empêcher ces 5% de mourir, alors qu'en fait tu t'aperçois que tu ne peux pas. Et c'est ça la vraie interrogation aujourd'hui. Est-ce qu'on a réussi à juguler et écréter ce truc, ou est-ce qu'on va se retrouver face à une catastrophe sanitaire devant laquelle il va falloir qu'on fasse des choix?
qui sont malheureusement, comme on a fait celui du confinement, il y a un moment où il faudra peut-être faire celui du déconfinement, malgré le fait qu'on n'a pas jugulé la pandémie, parce que comme disait Trump, la cure devient plus dangereuse que le mal lui-même. Oui. Sur les conséquences. J'espère qu'on n'en sera pas là. J'espère que effectivement ce qu'on a fait et qui est quand même assez phénoménal comme action, je te dis, de confiner 2 milliards de personnes dans le monde, aura au moins permettra au moins de gérer ou de décréter un peu ce pic et de gérer le désastre sanitaire. Très bien. Écoute, ça repartira. Ouais, je crois en l'humanité. Je suis comme toi. En effet, financièrement, je pense que c'est un conseil intéressant de se dire à un moment. Le pessimisme ne rapporte pas grand-chose en bourse sur la distance. C'est la seule chose qu'il faut garder en tête. Il suffit de regarder. Tu fais un graphe de n'importe quel indice boursier, prends le Dow Jones par exemple, parce que c'est le plus connu. Tu le lances de 1900 à aujourd'hui, et tu verras que il faut pas être pessimiste. Ou alors il faut pas se servir du marché financier pour essayer de traduire son pessimisme en investissement, parce que c'est pas très rentable. Écoute, c'est très clair. Il faut garder la tête froide, être pragmatique, réfléchir aux sociétés, aux endroits, aux secteurs dans lesquels on va, pourquoi on y va, aux conséquences du futur. Voilà, et pas se laisser emporter par un contexte qui, à un moment donné, ne peut pas être compréhensible pour un investisseur, comme, encore une fois, et là c'est pas du tout les particuliers par rapport à nous, mais ne peut pas être compréhensible pour des gens comme nous. C'est des forces et des influences qui ne sont pas les influences normales qui dirigent un marché financier. Et ne pas se croire plus malin qu'un autre, même si on a fait un bon coup. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Je te remercie, Laurent Puget. Je rappelle qu'on peut te suivre notamment sur LinkedIn, Laurent Puget, Puget comme Puget, l'huile par exemple, P-U-G-E-T. Tu envoies aussi une newsletter toutes les semaines qui est passionnante. Comment je fais pour la recevoir? Comment on fait? On s'abonne? On vous envoie un mail? Écoute, a priori, c'était plutôt quelque chose qui était destiné à nos clients. D'accord. Mais pourquoi pas? En même temps, c'est très financier, donc mais moi je l'ai lu. Écoute, s'il y a des gens que ça intéresse, je serais ravi de leur envoyer ma prose, même si je suis un peu c'est un peu, à mon avis, encore une fois, si on suit pas les marchés boursiers de manière un peu précise. En fait, l'idée, c'était nous de parler un peu de ce qu'on faisait sur les marchés dans nos fonds. Voilà, c'est un peu solide, donc c'est quand même très lié à la gestion qu'on fait chez OTA. Et donc pour cette raison-là, c'est assez ciblé. Mais si vous allez sur le site de La Martingale, donc lamartingale.io, dessus il y a un lien qui met en avant un email sur lequel on peut vous contacter. C'est lamartingale@ota-capital.com. Et puis si on vous demande, j'imagine, d'ajouter à la newsletter, à la liste de diffusion, je suis sûr que tu pourras. C'est un honneur. Ce sera forcément un honneur. Très bien. Avoir un lecteur de plus. Très bien. Je te remercie 1000 fois pour ton temps et tes explications, tes éclairages, pour tes tartes à la crème qui, ma foi, sont belles, bien sucrées et très onctueuses. Donc, on en reprendra d'autres, j'espère, dans un moment où on sera tous riches grâce à nos investissements fructueux faits dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Grâce au fait que les choses s'arrangeront forcément et que ça va repartir et qu'il faut être là à ce moment-là. Merci à Laurent, merci à vous tous pour votre fidélité pour La Martingale. Vous êtes beaucoup plus, hein, ça grossit, ça n'arrête pas de grossir ce podcast et je vous en remercie. Après Génération du Turc Self sur lequel je m'éclate, là je suis vraiment sur un univers très différent. Je commence à comprendre plus de choses, j'espère que c'est votre cas. Il y a beaucoup de remises en question sur tous les épisodes passés désormais parce que évidemment c'est une science en mouvement, la finance personnelle. Donc voilà, il faut prendre tout ça toujours avec du recul, l'enthousiasme que je peux avoir sur plein d'épisodes, sur plein de choses. On est dans un nouveau monde, c'est ça aussi qui est excitant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas fait, à noter l'épisode ou La Martingale sur Apple Podcast notamment, c'est hyper important pour le mettre en avant, et à le partager aussi avec vos potes, avec votre famille, avec votre père, avec votre cousin, parce que c'est comme ça qu'on gagne des auditeurs
petit à petit grâce à vous qui nous partagez. Voilà, ajoutez-nous sur LinkedIn, Laurent et moi, on vous acceptera, on vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines sur La Martingale. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.